Eh bien, bonjour à tous, bon café, bienvenue à Achat Public Invite. C'est le premier numéro de ce nouveau format d'information d'achat public. L'idée, c'est très simple. En 20 minutes, la rédaction d'achatpublic.info avec Mathieu Logier et Yannick Descarat ici présents interroge en direct pour vous une personnalité importante en pleine action de l'achat public, que ce soit un universitaire, que ce soit un politique, que ce soit un haut fonctionnaire, un économiste, un avocat. Et nous remercions très particulièrement M. Thomas Le Sueur, qui est commissaire général au développement durable au sein du ministère de la Transition écologique, d'avoir accepté, malgré tous les risques que cela comporte, pour ce premier numéro et en direct, d'être notre parrain, le parrain de cette émission. Merci M. Le Sueur. Bonjour Monsieur Jeannès, bonjour messieurs. Nous n'avons que 20 minutes, Bonjour. On va aller très vite. Votre actualité, c'est le PNAD. PNAD, je vais y arriver. Dites-nous tout. De quoi s'agit-il? À quoi sert-il? À qui s'adresse-t-il? Très bien, alors merci beaucoup. Le PNAD, c'est le Plan National des Achats Durables. Derrière cet acronyme, auquel j'espère tout le monde va vite s'habituer, il y a une feuille de route pour d'ici 5 ans, parvenir à transformer notre achat pour qu'il soit, tout l'achat public, pour qu'il soit beaucoup plus durable, et même 100% environnemental et à plus de 30% social. Pourquoi cet enjeu? Eh bien pour transformer notre économie, et c'est pour ça que c'est un plan sur les achats durables et pas uniquement les achats publics, parce qu'à travers le levier de l'achat public, on transforme aussi l'économie. Mais je suis sûr qu'on va y revenir. Expliquez-nous ça, pourquoi on a perdu le public? Ça ne vous intéresse plus l'achat public? C'est que l'achat qui vous intéresse? Vous élargissez votre champ d'intervention, monsieur Le Sueur? Je crois que tout est lié. Derrière un achat durable, un achat public durable, il y a une prescription, et cette prescription, elle engage aussi le fournisseur, et non seulement le fournisseur, mais aussi la chaîne de valeur d'approvisionnement qui est en amont. Et c'est tout cet effet de contagion, de propagation. Vous allez dire ruissellement. Une forme de ruissellement, mais qui remonte la chaîne. Alors c'est physiquement un peu plus délicat. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est un plan qui ne concerne pas uniquement les acheteurs publics, on s'adresse aussi aux acheteurs privés et finalement aux entreprises pour que leur offre s'adapte à ce signal très fort que donne l'État et l'ensemble des acteurs publics en disant l'achat doit intégrer les enjeux du développement durable. Quand vous avez présenté votre PNAD, donc vous avez reconnu que les 2 premiers n'avaient pas atteint les résultats escomptés et que ce troisième allait justement pouvoir les atteindre. Et vous vous êtes beaucoup basé sur la loi climat-résilience. Mais finalement, est-ce que ce PNAD n'est pas porté par un cadre juridique qui lui est actuellement favorable à travers notamment la loi climat-résilience? Et qu'apporte-t-il en lui-même qui permette d'assurer l'atteinte de ces résultats? Alors en effet, il faut assumer les choses. Les 2 premiers plans qui s'appuyaient sur l'achat public durable ont donné des résultats qui sont significatifs, mais pas à la hauteur des objectifs. Bon, on se dit qu'il faut faire mieux cette fois-ci et tenir ces objectifs. Le cadre législatif, à travers la loi climat et résilience, mais également à travers l'évolution des clauses administratives générales, permet aujourd'hui d'avoir un signal très clair, juridique, pour dire d'ici 5 ans, les achats, pour être réguliers, ce qui est évidemment un enjeu très fort pour les acheteurs publics, devra être à 100% avec des considérations environnementales et à plus de 30% avec des considérations sociales. Mais ensuite, tout reste à faire. Parce que ça veut dire changer des pratiques professionnelles, changer des états d'esprit, développer des outils, bref, tout un panel de choses. Et tout ça n'est pas dans la loi, tout ça est dans le plan. Donc, mais on est vraiment sur des objectifs. Sur des objectifs et puis des leviers pour atteindre ces objectifs. C'est pour ça que le plan est composé en 2 axes et 22 actions. Et des actions qui portent à la fois sur l'action auprès des acheteurs publics pour le coup, à travers de la formation, de l'accompagnement, des services, une mobilisation pour les aider à changer leurs pratiques, mais aussi un axe autour de l'information, la communication, la promotion de cette démarche auprès des entreprises, je l'ai dit il y a quelques instants, parce qu'il faut qu'elles entendent le signal, c'est 200 milliards d'euros la commande publique, qui va intégrer ces considérations sociales et environnementales pour pouvoir être régulière à terme, d'ici 5 ans. Donc c'est un signal énorme pour elles, mais c'est aussi vrai pour tous les décideurs publics, parce qu'un acheteur, il reçoit aussi une prescription d'un décideur, et ce décideur, il faut qu'il soit conscient que sa demande peut intégrer et doit à terme intégrer des éléments plus durables. Mais alors concrètement, je suis responsable de service achat dans une collectivité ou responsable de la commande publique dans un hôpital. Je me dis, tiens, le PNAD, tout le monde en dit du bien.
comment moi je l'utilise? Je duplique, je dis, bah, je transpose dans mon service en disant, on a ces objectifs, on a ça à faire, on aura tel comité de suivi. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir le décliner ponctuellement, localement? Alors, je pense qu'il est important que chacun s'approprie le cadre fixé par la loi, encore une fois, à horizon de 5 ans. Et enfin, je dis 5 ans. En fait, maintenant, il faut plutôt dire 4 ans, parce que finalement, la loi a été approuvée et publiée en août 2021. Donc, il nous reste 4 ans. Donc chacun doit s'approprier cet enjeu et le décliner. C'est une logique de subsidiarité. Chaque acteur, selon sa taille, va décliner les choses à sa façon. Mais en revanche, c'est intéressant de puiser dans le PNAD justement les outils, les références qui vont permettre de s'approprier ces enjeux. Concrètement, de quoi est-ce que l'on peut parler? Il y a d'abord un réseau. Un réseau qui s'appelle Rapide. Je me permets de faire un peu de pub. Inscrivez-vous sur Rapide, c'est en ligne. Tous les acheteurs y sont bienvenus pour justement avoir un cadre d'échange de bonnes pratiques, d'échange d'outils, d'échange de références, éventuellement d'organisation selon les tailles des structures publiques. Et donc, à travers ce réseau, eh bien, des outils seront proposés. Et justement, à la lecture de ce PNAD, on a l'impression que qu'il y a l'ambition pour une politique achat responsable est moindre que par rapport au volet environnemental. Donc, je voulais savoir pourquoi, en fait. On a l'impression que le volet environnemental prime sur l'achat socialement responsable. D'accord. Alors, j'espère que ça restera qu'une fausse impression. L'achat social et l'achat environnemental obéissent à des cadres quand même assez distincts et des contraintes, des exigences qui sont différentes. Les considérations sociales nécessitent plus d'accompagnement, plus d'appui et ne sont pas forcément adaptées à l'ensemble des achats. Peut-être à terme on y parviendra, mais le législateur a fixé un objectif que je résume à 30% de l'achat public intégrant des considérations sociales, sachant que c'est surtout les plus grosses commandes, les plus gros montants et les seuils les plus élevés. Pour tout ça, il faut un accompagnement qui existait déjà et qui va être renforcé dans le cadre du PNAD, et c'est d'ailleurs là qu'on aura le plus de moyens à travers les facilitateurs de clauses sociales. Parce qu'une clause sociale, ça se travaille avec des acteurs sur le terrain, des acteurs de l'insertion, et dans la durée avec tout un accompagnement. La considération environnementale, c'est pas qu'elle est plus simple, parce qu'elle a son exigence technique, mais elle est plus ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle s'intègre dans les différentes phases de l'achat, mais elle a moins besoin de suivi. Alors on va aussi développer des facilitateurs environnementaux, en tout cas c'est l'objectif qu'on poursuit, on est en train de construire cela, donc je ne peux pas vous en dire encore beaucoup plus, mais c'est l'esprit de ces facilitateurs sociaux qu'on va dupliquer sur les facilitateurs environnementaux. Ce n'est pas du tout les mêmes volumes, il y a plusieurs centaines de facilitateurs sociaux, il n'y aura pas besoin de plusieurs centaines de facilitateurs environnementaux, mais vous voyez, derrière un chiffre qui effectivement peut donner l'impression que l'environnemental prime sur le social, en réalité, c'est simplement qu'on essaye d'aller le plus loin possible sur ces deux axes, parce que l'achat durable, il articule et il équilibre le social, l'environnemental et l'économique, hein, on ne l'oublie pas. Un achat, ça reste un acte économique. Hein. Il reste de la performance en jeu. Absolument. Ces facilitateurs sociaux, ils sont où? Où on va les chercher? Qui les forme? Comment ça fonctionne un facilitateur? Voilà, demain, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent ce matin, ils disent, mais bien sûr, je vais pouvoir le faire parce que je vais avoir mon facilitateur. Mais où je trouve mon facilitateur? Alors, on est en train de le construire. Le plan a été présenté il y a quelques semaines et on est en discussion avec un certain nombre de réseaux territoriaux d'acheteurs publics qui se sont déjà organisés ou qui se développent aujourd'hui. Et c'est au sein de ces réseaux que, par conventionnement, partenariat, se développeront ces services de facilitateurs environnementaux. L'État est lui-même, j'allais dire, une sorte de facilitateur, parce que le PNAD s'applique à l'ensemble de l'achat public, c'est-à-dire très massivement les collectivités locales. Moi, je n'ai pas autorité sur les collectivités locales, c'est leur libre administration, et il s'agit plutôt d'organiser une dynamique, d'animer un système dans lequel se développent des initiatives soutenues par l'État pour être au plus près du terrain. Et je pense que ça fera boule de neige, en tout cas c'est l'appel que je peux lancer, et je crois qu'à travers le réseau Rapide, il y a beaucoup d'entraide et de partage qui peut se développer. C'est déjà le cas, hein, on a plus de 3000 acheteurs publics qui sont sur le réseau Rapide, mais il y a beaucoup plus d'acheteurs publics que cela.
Et puis surtout une grande diversité d'acheteurs publics, évidemment, en fonction des tailles, les équipes ne sont pas du tout les mêmes. Beaucoup d'acheteurs publics, et je pense beaucoup à eux, sont à temps partiel parce qu'ils ont d'autres fonctions, souvent des secrétaires de mairie, des agents dans des petites collectivités ou de petits établissements publics. Et c'est particulièrement à eux que je veux m'adresser en disant, faites-vous soutenir par justement cette collégialité, cette collectivité d'acheteurs qui ont envie d'avancer. Le durable, c'est collectif. Très, très collectif. On avance tellement mieux ensemble. Justement, j'aimerais revenir sur cette diversité finalement du monde de l'achat public et un choix qui a été fait d'abaisser le seuil des spazers, d'obligation de mettre en place un spazer de 100 millions d'euros à 50 millions d'euros. Ça reste un montant élevé. Donc est-ce que ça signifie que aujourd'hui l'achat responsable, c'est un peu l'apanage des gros acheteurs? Est-ce que ça ne risque pas de lancer en tout cas ce signal-là et d'exclure une majorité d'acheteurs qui sont en dessous de ce seuil finalement de l'achat responsable? Et deuxième question qui va avec, c'est comment est-ce que vous avez déterminé justement ce seuil de 50 millions d'euros? Comment est-ce que vous l'avez calculé? Alors, très bien, peut-être je vais rappeler ce que c'est qu'un spazer. Oui. Peut-être tout le monde ne sait pas. Merci de nous rappeler les fondamentaux de notre métier. C'est un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc, il porte bien les deux volets écologie, environnement et social. Et ce schéma, il est aujourd'hui applicable depuis la loi Hamon de 2016 aux collectivités qui achètent plus de 100 millions, qui font plus de 100 millions d'euros d'achats publics par an. C'est un schéma qui suppose effectivement de poser une stratégie. Donc ça a une certaine lourdeur, donc il est normal de le cantonner aux structures qui ont les moyens administratifs de réaliser de tels schémas. Ça ne veut pas dire que les plus petites collectivités, n'appliqueront pas la loi et donc seront tenus d'être avec 100% d'achats comportant des considérations environnementales d'ici 5 ans donc, et 30% de considérations sociales. Donc ça ne change rien au fait que ça concerne tout le monde. Mais avec ce formalisme particulier des SPAZER, c'est uniquement les plus grandes collectivités. Alors je réponds à votre question sur le seuil. Il y a eu un bilan qui a été fait des SPAZER. Il a été constaté que d'abord, beaucoup de collectivités qui étaient assujetties à faire ce SPAZER ne l'avaient pas fait. Premièrement, donc la loi a prévu désormais de les rendre publics et d'avoir des indicateurs de suivi pour les rendre un petit peu plus contraignants. Et puis, lors des débats parlementaires et en amont, dans le cadre d'un rapport parlementaire qui a été établi par mesdames Havet et Baudouin-Huillère, eh bien, elles avaient préconisé, et les débats parlementaires ont confirmé cette orientation, même si ce n'était pas du domaine de la loi, qu'il était pertinent de baisser le seuil de 100 à 50 millions d'euros, ce qui, pour le dire autrement, consiste à faire passer de 130 à 300 environ les collectivités et structures publiques concernées par ce SPAZER. Donc c'est une extension pour accompagner cette nouvelle ambition portée par la loi Climat et Résilience. Mais encore une fois, peut-être que, et j'en ai d'ailleurs des exemples qui commencent à émerger, des collectivités ou des structures de taille plus petite peuvent, mais à titre volontaire cette fois-ci, conclure un SPAZER. Et moi, je ne peux que l'encourager. Il faudra peut-être qu'on invente des formes allégées, parce que, encore une fois, c'est aussi une question de taille administrative des équipes. Justement, c'est un peu là où je voulais en venir. Finalement, ces plus petites collectivités ou ces plus petits acheteurs qui voudraient se lancer dans un SPAZER, est-ce que vous prévoyez un dispositif d'accompagnement s'ils n'ont pas justement les ressources internes pour administrativement pour pouvoir les déployer? Est-ce que vous avez un dispositif d'accompagnement pour pouvoir les aider? Alors, ce ne sera pas forcément un dispositif spécifique pour les SPAZER, mais à travers les outils de formation, d'appui à la formation et de diffusion des bonnes pratiques, on envisage d'avoir peut-être un modèle, si vous voulez, un exemple, de bons exemples de SPAZER. On compte sur des collectivités qui seraient plus engagées, des pionniers en quelque sorte, pour, encore une fois, de façon collective, trouver de bons exemples, les partager et permettre à d'autres d'avancer dans la même direction en fonction de leurs besoins et de leurs priorités. Mais si je peux encore dire un mot, c'est très bien de faire des SPAZER ou de faire des plans et des schémas, parce que quand même il faut construire des stratégies, c'est tout à fait pertinent, mais il faut aussi se lancer dans l'action. Il ne faut pas attendre. Certes, la loi prendra pleinement ses effets en 2026. D'ailleurs, le plan, lui, il a des objectifs dès 2025, parce que ce n'est pas au dernier moment qu'on va dire « Ah, au fait, demain, on change tous les achats et on devient durable ». Il faut commencer tout de suite pour donner les signaux économiques vers les acteurs, vers les entreprises, et puis tout simplement pour s'approprier, domaine d'achat par domaine d'achat,
ces nouvelles exigences. Et ça, je crois qu'il est urgent de démarrer dès que possible, de s'inscrire sur Rapide et de se lancer. Voilà. Lancez-vous, chers amis acheteurs. Et rapidement. Le plus vite possible. Pourquoi attendre? Et justement, donc là, dans le plan, il est préconisé que les décideurs locaux fassent une formation sur l'achat responsable. Et la question, c'est de savoir, mais qui doit payer cette formation? Alors, c'est une bonne question, évidemment. Alors, on va développer une offre de formation un petit peu générale et en ligne qui sera accessible à tous. Et puis, il y a des actions de promotion, d'explication. Donc, c'est un premier niveau de formation. Le terme est peut-être un tout petit peu ambitieux de dire que c'est une formation, mais déjà une sensibilisation aux enjeux du PNAD. Et d'une certaine façon, vous m'offrez une occasion de m'inscrire dans cette démarche générale. Il faut qu'on fasse valoir le PNAD, pas pour le PNAD, hein, vous l'avez compris, pour le développement de l'achat durable et les objectifs fixés, les exigences fixées par la loi à terme. Pour des formations relevant plus formellement, strictement du dispositif de formation, il y a des budgets formation dans toutes les collectivités. D'ailleurs, les acheteurs se forment assez régulièrement. Et c'est donc dans ce cadre-là que les structures de formation vont adapter leur offre et vont intégrer dans leur catalogue, et il faut qu'on parle avec eux de tout cela d'ailleurs prochainement, adapter leur offre pour permettre aux acheteurs qui sont dans leur cycle, j'allais dire, normal de formation, et c'est vrai aussi pour les décideurs, eh bien, de pouvoir appréhender mieux ces questions. Mais vous voyez le lien entre les deux points. Plus on aura fait valoir, fait comprendre que ce n'est pas une option, ce n'est pas une hypothèse, c'est une exigence pour réussir son achat dans 5 ans, dans 4 ans, il faut intégrer les enjeux du développement durable. Donc il faut commencer tout de suite, et ça les décideurs, quand ils le comprennent, quand ils l'entendent, donc encore faut-il le leur dire, ils disent « Ah oui, intéressant ». En général, les réactions sont positives, en disant bah, au moins le cadre est clair, et c'est intéressant parce que c'est un levier de transformation, et utiliser l'achat public non seulement pour obtenir les biens et services dont on a besoin pour remplir ses missions de service public, mais au passage aussi envoyer des signaux économiques et favoriser un essor économique plus durable, en général ça plaît pas mal. Donc le message passe bien, et il faut qu'il se traduise ensuite effectivement par des démarches individuelles de formation et d'engagement dans l'action. Monsieur Le Sueur, on a un engagement ferme de ne pas dépasser les 20 minutes parce que les acheteurs ont du travail. Nous aussi, vous aussi, je suis certain. On va faire un jeu. Il nous reste 2-3 minutes. Je vais vous poser 3 questions. Vous pouvez en choisir une. Vous pouvez répondre aux 3. La première question, c'est est-ce que vous pensez que l'achat public responsable est compatible avec l'achat performant? La deuxième question, c'est comment vous pensez que l'achat durable peut interagir positivement en ce moment avec la question de la hausse des prix. La troisième question, vous avez le droit de choisir, hein, c'est mais qui est cet ambassadeur ou cette ambassadrice de l'achat durable, pourquoi, et où pouvons-nous postuler, déposer nos CV pour être ces ambassadeurs? Très bien. Vous avez un choix, le choix était une réponse déjà. Je vais essayer de répondre rapidement aux 3. La première, c'est sur est-ce que l'achat responsable ou durable est performant? Je crois que oui. Il faut parfois un petit peu dézoomer et pas uniquement regarder l'acte économique direct, mais bien regarder ses effets sur le fonctionnement des services publics. Dans des derniers trophées d'achat durable, on a eu un très bon exemple de cela, d'un achat qui permettait de développer une pratique sociale qui était en fait apaisante pour tout un quartier dans le traitement des encombrants. Je ne développe pas plus, je n'ai pas le temps. Je réponds j'ai plus le temps, donc je réponds sur l'ambassadeur parce que je crois que c'est important. La hausse des prix, non? Ah, vous avez choisi. J'ai choisi l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est votre choix. L'ambassadeur, il est mentionné dans le PNAD, il n'est pas encore désigné, donc on a toutes vos chances. Pas encore, vous avez toutes vos chances, effectivement. Non, je pense que c'est très important dans l'esprit de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire la promotion, l'explication, l'accompagnement, notamment vis-à-vis des décideurs et vis-à-vis des entreprises, et aussi des acheteurs quand même, bien entendu, de cette révolution quand même, de ce changement profond des pratiques d'achat. Eh bien, il est important que cette fonction soit incarnée par quelqu'un qui a une aura médiatique, une visibilité. Mathieu ou Yannick, par exemple. Alors, il serait formidable, mais peut-être
encore un peu plus médiatique, Bien. si c'est possible. Voilà. Peut-être un profil de quelqu'un qui aura eu un engagement politique et qui aurait pu démontrer par son action, son implication dans les enjeux environnementaux et sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, mais le contexte fait que la désignation n'est pas intervenue et que je pense qu'on va laisser passer les échéances démocratiques légitimes de notre pays et il sera temps de choisir par les autorités qui seront en charge à ce moment-là le nom de l'ambassadeur de l'achat durable. Merci beaucoup, Monsieur Le Sueur. Merci à tous pour ce Merci. premier numéro Merci beaucoup. d'achatpublic.info. Cette émission sera rediffusée en accès libre toute la journée sur le site d'achatpublic.info. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition. On va faire durer un peu suspense, on ne sait pas exactement qui sera notre invité, mais on a bien une petite idée. On retournera sur la question du prix, de la hausse des prix dans la commande publique. Nous vous souhaitons à tous un bon achat, un achat durable, un achat responsable, une bonne journée et bon courage à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir.